Salut à tous, merci de nous rejoindre sur motorcv.com pour un nouveau numéro du débriefing F1. Il y en aura 19 cette année et nous commençons à l'instant même le 18e qui correspond donc au 18e Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Abu Dhabi. Et pour la 18e fois ou presque, même si je crois une fois il n'a pas été là, mais c'est Jean-Luc Roy, bien sûr. J'avais un mot d'absence. Voilà, salut Jean-Luc. Bonjour à tous. Oui. Il a bien calculé, hein, 18 Grands Prix, 18 débriefings, c'est bien joué. Attention parce que l'année prochaine tu sais qu'il y en aura 20. Il paraît, putain, je suis coincé. Il y a de plus en plus de candidatures dans le monde de la Formule 1. Absolument. Même si du côté d'Austin, Texas, il y a paraît-il de l'eau dans le gaz. Un peu de mou dans la corde à nœud, mais on va en reparler peut-être. Bon, allez, on revient sur le verdict de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, remporté par Lewis Hamilton devant Fernando Alonso et Jenson Button. Mais comment je n'ai pas cité Sébastien Vettel dans ce tiercé, même s'il n'a pas fait que des podiums cette année. En Allemagne, tu te souviens, chez lui, il avait terminé 4e. Le mauvais résultat de la saison, à part celui-là. Le fait est que je crois que c'est l'image qui restera de ce Grand Prix. C'est sa sortie dès le deuxième virage. Et donc, peux-tu me dire comment tu as vu ça sur le moment, comment tu l'as compris instantanément et comment maintenant tu analyses cette rupture de pneus, j'allais dire ça comme ça, assez incroyable. Déjà l'incrédulité dans un premier temps, hein, parce qu'on avait vu dans les premiers mètres que le départ était excellent, donc a priori personne n'avait pu le toucher. Maintenant on n'a pas vu le début de l'action, donc on pouvait se demander comment il s'était retrouvé en tête à queue, comme ça on a bien compris qu'a priori c'était un problème de roue arrière droite, parce que dès qu'on a eu également la caméra embarquée, on a bien vu que la roue avant gauche avec la caméra embarquée était en l'air, donc c'était clair. Alors rupture de suspension dans un premier temps, problème de jante ou bien tout simplement problème de pneumatique. Effectivement, l'analyse, et je pense que les techniciens de Red Bull et de Pirelli probablement vont se pencher sur la question. En tout état de cause, le tour est très long à Abu Dhabi, donc il a fallu beaucoup de temps et on avait bien compris que sa course était ruinée malgré son talent. Lorsqu'il est arrivé dans la zone des stands, les mécaniciens tout de suite enlèvent la roue et là, on voit très nettement que l'arbre de roue bouge comme ça latéralement. Et puis le geste du mécanicien qui ne trompe pas. Ouais. Et là, on voit la fureur vraiment de Sébastien qui reste dans sa voiture et qui là essaie de se calmer, peut-être de reprendre le contrôle de lui-même. Et là, on se dit, ce type-là a deux visages, moi ce que je prétends depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est vraiment un type charmant, en dehors du baquet, quand il s'exprime, il est vraiment attentif aux autres. Et dès qu'il met le casque sur la tête, c'est un ogre. C'est vraiment un ogre. Il veut tout manger, il veut tout bouffer. Et là, il veut toutes les victoires, il veut toutes les pôles, il veut tout. Il n'est pas rassasié du tout. Et on a compris que du coup, le jeu est ouvert pour les autres. Cela étant, puisque tu ouvres en quelque sorte le débat, quand après on le voit dans la course, dans le stand, sur le muret, à l'ordinateur même, tu as vu, il est en train de... C'est vraiment le professionnel avec un P majuscule, là, c'est incroyable. Alors écoute, si tu raisonnes, et c'est pareil, je l'évoque rapidement, c'est une occasion unique qu'il a de vivre un Grand Prix de Formule 1 autrement. Normalement, il est dans le baquet de sa monoplace et normalement, il est devant. Donc lui, il mène sa course, il a ce qu'il capte, et là, il peut, regarde, après sa sortie de piste aux essais, quand il commet une erreur, enfin, il sort, il va taper légèrement, il reste dans ce virage et il observe les autres. Jamais un pilote, si tu réfléchis bien, n'a l'occasion de se nourrir comme ça d'une expérience pratique. Et là, il se dit, je vais voir comment on gère une course du côté de l'écurie, je vais observer les stratégies, je vais regarder les pneus, je vais aller du côté des données. Bref, il en profite encore de cet incident qui le prive, lui, d'une belle course et évidemment potentiellement d'une victoire, pour essayer d'augmenter encore son capital d'expérience vécue. Et ça, c'est absolument remarquable. Et comme tu dis, c'est la marque vraiment d'un grand professionnel. Ouais. C'est ça, son engagement, sa maturité, son sérieux, qui viennent compléter un talent extraordinaire, parce que ce qu'il a quand même fait en qualif, on n'y croyait pas. Moi, j'y croyais pas, cette pole-là. Il va la chercher. Il n'y a que lui qui est capable. Absolument. Et là, c'est une nouvelle fois sur son talent personnel. Alors certes, évidemment, la Red Bull Renault est une voiture rapide, mais encore une fois, nom d'un chien, je vais utiliser la même expression. Il suffit de regarder ce qu'est capable d'en faire Mark Webber. Et ce n'est pas du tout méchant ni péjoratif par rapport à Mark Webber. Mais Mark Webber, il est à sa place, celle d'un très bon pilote avec une très bonne voiture. Mais là, les McLaren Mercedes sont devant. Surtout que leurs pilotes sont surmotivés en cette fin de saison pour démontrer qu'ils avaient eux aussi la voix au chapitre et que ce ne sont pas que des faire-valoir, etc. Et puis en plus, un pilote, c'est là pour gagner les courses. Donc même si le titre est perdu, il y a le titre honorifique de vice-champion du
du monde vers lequel, a priori, Button se dirige maintenant avec une certaine certitude et constante. Et il garde 10 points d'avance sur Alonso. Et puis, il y a quand même le fait d'engranger des victoires. Et là, je crois qu'un pilote de course, c'est ça. Ouais. Dès qu'on lui brandit un drapeau, il est là pour aller chercher le premier drapeau à damier. Donc, oui, j'y croyais pas, je suis comme toi. Ouais. Et il a sorti un tour de folie, un deuxième tour de qualif de folie. C'est vraiment un type qui a un talent. Je crois que c'est toujours pareil. Quand on est, c'est le cas de le dire, le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte à quel point Sébastien Vettel est un champion d'exception. Et j'espère, et on le voit, que d'autres vont lui donner la réplique, parce que c'est vrai, je suis comme tout le monde, on l'adore, mais ça peut devenir un peu lassant. C'est une évidence. Moi, je voulais te proposer comme conclusion sur le chapitre Vettel que paradoxalement, bien sûr, il n'a pas gagné, et c'est pas plus mal à la rigueur pour le renouvellement de cette saison. Mais en même temps, c'est vrai que ça a dépeuplé le Grand Prix. Un seul être nous a manqué et on a été déçus qu'il ne soit plus là d'emblée, si j'ose dire. C'est un peu paradoxal. Tu as raison. Alors, il faut rappeler que cette 14e pole de la saison lui permettait d'égaler le record de Nigel Mansell, record en cours, parce qu'il peut être à 15. Si jamais il décroche la dernière, il pourrait être tout seul à ce niveau-là. On rappelle bien sûr par rapport à Mansell qu'il y a plus de Grands Prix aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque de Mansell en 92. Et puis, comme tu le dis, c'est vrai que tout le monde se dit « Ah oui, mais qu'aurait fait Vettel dans les mêmes circonstances ? Est-ce que Hamilton aurait été capable de dominer Vettel ?» Ça reste des questions sans réponse, naturellement. C'est comme, est-ce qu'Alain Prost est meilleur que Juan Manuel Fangio ou est-ce qu'Ayrton Senna est meilleur que Nelson Piquet? On ne saura jamais. En tout cas, quand on voit le plan aérien dès le deuxième virage, il avait déjà pas mal d'avance. Il avait pris un super départ. Départ excellent, comme d'habitude. Bon, maintenant, après, il y avait encore 54 tours à courir. Oui, on est d'accord. Et force est de constater quand même que dès le début des essais vendredi, les McLaren étaient aux avant-postes, et notamment Hamilton. C'est donc lui qui gagne. Finalement pour la 3e fois de l'année, ce qui est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'on avait tendance à avoir en tête tout ce qui s'est passé ces derniers Grands Prix où Hamilton nous a semblé un petit peu moyen, on va dire ça comme ça. Il y a eu déjà toutes les bourdes avec Massa. Au total, 6 fois, on a compté, 6 fois ils se sont retrouvés en contact l'un avec l'autre, contact direct ou friction. Bon, là évidemment, avec les positions respectives de chacun, on se disait au moins a priori devrait s'éviter cela. Bon, c'est déjà une bonne chose. En revanche, il y a eu quelques très très belles passes d'armes malgré tout derrière. Et heureusement d'ailleurs, Alonso, Massa, Button, Weber, il y a eu tout un tas. Et là, on a bien vu que même sur un circuit comme celui-là, la combinaison DRS et Kers permettait effectivement d'avoir des affrontements directs et je te passe et je te repasse. Oui, c'est juste ça où je voulais peut-être nuancer, mais je te poserai la question. En attendant, effectivement, Hamilton, il en veut, il a à cœur de rattraper effectivement la frustration qu'il a connue par plusieurs erreurs personnelles et puis d'autres fois où il s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. C'est un petit peu le cas avec Massa lors du Grand Prix précédent. Moi, j'ai tout de suite dit que c'était plus de la faute de Massa que de la faute d'Hamilton, mais bon, c'est comme ça. En attendant, là, une très belle victoire. Alors, Vettel, pas Vettel, peu importe. Je crois que celle-là, il la voulait. Il aurait absolument tout fait pour aller la chercher. Ça, on est d'accord. Oui, bon, allez, faut être honnête. Ça fait plaisir qu'Hamilton renoue avec sûr, la victoire parce qu'il a sa place, évidemment. C'est un pilote qui est flamboyant et c'est pour ça qu'on aime Lewis Hamilton. C'est un pilote qui, effectivement, est capable de sortir lui aussi des tours de folie et un Grand Prix formidable. Et là, il l'a fait, voilà. Allez, quelques petites questions en rafale. La stratégie de Mark Webber. Bon, moi j'aime bien après tout de rentrer. J'aime bien que ça rentre au dernier tour et que ce soit complètement décalé. Mais enfin, alors, qu'est-ce qu'on pouvait espérer Alors tu sais que j'aime bien tout noter pendant le Grand Prix. C'est comme ça qu'on s'y retrouve. Et c'est comme ça qu'on avait pu dire très très tôt qu'effectivement il était contraint de repasser par la case stand puisqu'il s'arrête au 17e tour. Il monte des pneus tendres. Bon là il est à peu près dans la logique. Hamilton au 16e, Button au 16e. Bon, on se dit à peu près Massa au 15e. Bon, tout ça est normal. Ensuite, il y a un problème de roue à l'arrière droit. C'est vrai. Ça, c'est pour Weber. Quand même, il perd du temps. Donc, il sort un petit peu de la fenêtre. Alors, on le réarrête au 35e tour. C'est encore à peu près normal. 36e tour pour Button, 42e tour pour Alonso, 40e tour, donc un peu court, jeune homme. C'est-à-dire que bon, et on lui remet des tendres. Et là, tout de suite, je me dis, bon, ok, il va être obligé de repasser par la case stand. Alors, on a toujours un léger doute en direct live, comme on dit, parce qu'on n'est pas focalisé sur les pneus. On a bien compris la manœuvre et on se dit, là, il a intérêt à envoyer très fort parce qu'il va perdre à nouveau du temps. Que cherche-t-il avec ça? Pas grand-chose. C'est-à-dire très vite, il remonte 3e, il monte sur le podium, mais l'avance qu'il arrive à prendre, effectivement, n'est pas suffisante pour permettre de devancer Button, puisqu'on sait que globalement... mettre la pression à distance comme ça sur Button, non, on est solide. Quand même. En revanche, on a compris qu'il avait pris l'écart sur le pauvre Massa. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à gagner, il n'y avait peut-être pas grand-chose à perdre, à part une fausse manœuvre dans les stands.
Et là aussi, c'est peut-être la démonstration, bien que l'équipe Red Bull, parce qu'on nous dit aussi, on entend des fois, oh, ils ont tout gagné, ils sont peut-être démotivés. J'y crois pas une seconde. Je crois que dans les grandes équipes, et Red Bull Racing est devenue une très grande équipe, eh bien, on reste focalisé, on reste concentré plus que jamais. On est devenu des ogres en se disant, à la manière d'un Vettel, on va tout gagner, on va leur montrer qu'on est irrattrapable et on va leur mettre des coups au moral. Donc je n'y crois pas une seconde. Bon, il y a un problème d'écrou de roue, ça arrive à tout le monde. Mais ça veut dire que c'est perfectible et ça veut dire que ça peut arriver à Vettel un jour. Et on peut penser qu'effectivement, la série formidable de Vettel, la chance, ça se provoque, mais on peut aussi la perdre à un moment. Petite guéguerre dès le premier tour entre Rosberg et Michael Schumacher. Oui, Au oui. détour de quelques ralentis qui se focalisaient plus sur Vettel et le tête de la course, on voyait bien que derrière, c'était féroce. Hein. C'était féroce parce que là aussi, en qualification, là, il n'y a pas photo. Quand même, Schumacher se fait régler de quelle manière. Il prend 1 seconde par Rosberg. Bon, on ne sait jamais à quoi on joue, les pneus, les trains de pneus, etc. Mais bon, il n'empêche, l'addition est sévère, même si sur la grille, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'on a repeint soigneusement les lignes. La troisième ligne, elle est rouge, la quatrième ligne, elle est gris métal, la cinquième, elle est blanche et verte, machin, on a compris. Et puis là, au moment du départ, Schumacher prend un très bon départ et hop, il prend l'avantage sur Rosberg qui se dit, attends, toi, tu vas pas me refaire le coup du une fois, ça suffit. Le patron, le vrai pilote, c'est moi, toi, tu es pré-retraité, donc si tu permets. Mais c'est bien, c'est bien. Il va le chercher à l'intérieur. Viril, mais correct, j'aime bien l'expression. Bon, Sutil et Kobayashi, moi je dis bien parce que Sutil a été relativement constant sur tout le week-end et il a assuré les points. Il est très solide en course. Ouais, il est très solide en course. Puis Kobayashi nous a fait une belle remontée. Là, il est un peu revenu comme on l'aime. Il était loin sur la grille. Il était loin sur la grille et justement, il avait raté complètement ses qualifs. Tu vois, on est obligé de chercher bien loin. Il était 16e quand même. Et de surcroît, il s'arrête au 5e tour. Donc, parce qu'il y a eu un problème. Et tu vois, pour ça que ce tableau, il est un peu. On en pense qu'on en veut, mais au moins, ça te permet. Après, tu te dis, ah oui, c'est vachement bien. C'est encore mieux parce qu'il a dû s'arrêter assez tôt. En 10 secondes, les Lotus Renault Grand Prix futur Lotus, 13 et 16. Petrov, Senna, qui n'ont pas été. Là, c'est une catastrophe. Utilisons les mots qui conviennent. Ce départ en fanfare, je l'ai déjà dit ici même, a été quelque part artificiel et il a masqué malheureusement. Tant mieux, les points pris, c'est pas du tout un reproche ou une critique. Tant mieux, c'était super, les 2 podiums, mais on est parti sur un train et l'écurie vit là-dessus depuis. Là, si on prend les 4-5 derniers Grands Prix, c'est absolument catastrophique. Alors, on ne sait plus à quel sens vouer. Bon, la bonne nouvelle, on a fait rouler Grosjean le vendredi matin dans le baquet de Senna, le même Grosjean qui roulera au Brésil normalement dans le baquet de Petrov. On a bien compris que Bruno Senna était condamné pour l'année prochaine. Est-ce que ce sera Grosjean? Est-ce qu'on ira chercher un Sutil? Parce que je crois que malheureusement, pour en dire un mot, le retour de Kubica, il est de plus en plus problématique, pour ne pas dire plus. Et il y a un autre problème qui est un problème contractuel, c'est qu'il a un contrat Kubica jusqu'à la fin de cette saison-là. C'est-à-dire que s'il n'est pas capable de revenir, eh bien après, c'est un engagement moral, c'est ce qu'a dit Éric Boulier, mais le baquet de Kubica n'est pas forcément protégé. Alors maintenant, ont-ils beaucoup d'autres solutions? Je ne sais pas, parce que des pilotes de premier plan du calibre de Kubica, sur le marché, je ne suis pas certain qu'il y en ait. Alors on peut imaginer un Glock, ou je l'ai dit, ou des gens comme ça, qu'on irait recruter, qu'on ferait venir. Pourquoi pas? Le jeu des chaises musicales n'est pas terminé, mais il faut bien considérer que là, on est très clairement dans la 2e, et si ça continue comme ça, bientôt dans la 3e division, ce qui est quand même assez angoissant. Allez, pour conclure, là, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure, la double zone DRS. Bon, moi, je n'ai pas été totalement convaincu parce que d'accord, ok, on double dans la première, mais dans la deuxième, c'est exactement l'inverse. C'était quasi automatique. Bon. Je vais te reprendre, c'est ça qui est rigolo, justement. Alors, les pilotes ont compris au bout d'un moment. Ceux qui avaient la capacité de passer, c'est-à-dire d'être dans la bulle de la seconde et de pouvoir utiliser le DRS, se disaient, je vais attendre la 2e ligne droite, comme ça, on ne va pas me reprendre. Moi, je trouve ça sympa parce que, ok, on va me dire, c'est artificiel. Mais dans la mesure où la définition aérodynamique de la monoplace, malheureusement, interdit ce rapprochement naturel, c'est-à-dire profiter de ce qu'on appelle l'aspiration pour dépasser, on a imaginé ça. Et moi, je rends hommage, là aussi, après presque une saison, pour dire ça fonctionne vachement bien. Alors, effectivement, après, il faut choisir. Et tu sais qu'on a augmenté la zone de DRS, justement. On l'a rallongé un petit peu. Moi, j'ai trouvé ça, pour une première saison, extrêmement convaincant. Le nombre de vrais dépassements en course a augmenté dans des proportions incroyables. Moi j'ai trouvé ça sympa. Puis, je te dis, il y avait une stratégie dans la stratégie, c'est-à-dire il y a 2 zones possibles d'utilisation. On a bien compris que ceux qui passaient dans la première risquaient de se faire repasser dans la 2e. Donc on attend la 2e, c'est rigolo. Moi, ça ne me gêne pas. Allez, je te l'accorde.
Voilà. Bon, on vous rappelle que vous pouvez suivre les Grands Prix de F1 en live texte sur motorstv.com grâce à nos amis et partenaires de f1-direct.com. Et donc, on se retrouve dans 15 jours pour le dernier débriefing F1 de la saison, le Grand Prix du Brésil, avec une piste qu'on aime bien, Interlagos, c'est plutôt spectaculaire. Juste un mot pour les bonnes nouvelles des Français, si tu permets, juste Vas-y. pour finir. Charles Pic, on peut dire que c'est fait. Ça devrait être annoncé par l'écurie écoute. après le Brésil pour pas gêner D'Ambrosio. Normalement, il prend la place de D'Ambrosio. Et on attend peut-être, je viens de le dire, des bonnes nouvelles pour Grosjean. Peut-être du côté de LRGP qui va changer de nom et devenir donc Team Lotus. Et puis peut-être, et on l'espère pour Jean-Éric Vergne, pour ne pas parler de Joël Bianchi, parce que Vergne, il a fait une belle démo. Tout ça, lui on aussi, y il a croit. bien- On y bien croit. roulé Au moins vendredi. un pilote français, peut-être deux. Voilà, ça, voilà qui fait effectivement plaisir. Allez, merci Jean-Luc, merci à vous, et puis donc à très bientôt sur motorstv.com. Salut à tous.